Tout d'abord, j'espère que vous allez bien. Alors, le module de mécanique analytique ondes et vibrations est un module qui est constitué de deux modules. Le premier, c'est la mécanique analytique, et le deuxième, c'est ondes et vibrations. Alors, aujourd'hui, c'est-à-dire dans ce premier enregistrement, on va voir la mécanique analytique. Pourquoi? Parce que ce cours, on a besoin, dans ce cours, donc on va établir, pas tout de suite, mais on va établir les équations de Lagrange dont on aura besoin pour établir les équations pour les ondes de vibration, les vibrations mécaniques, bien sûr. Alors, je vous conseille d'abord, parce que j'ai reçu beaucoup d'appels des étudiants, alors je vous conseille d'abord de commencer par, bien sûr, de commencer par les ondes de vibration. Il y a des exemples sur les ressorts. Il faut bien étudier les ressorts. Ça vous permet un petit peu de se familiariser avec les ressorts, les forces, etc. Et donc vous avez 3 ou 4 vidéos sur les ressorts. Il faut les connaître par cœur. Ils sont simples. Vous n'avez pas besoin de cours supplémentaires là-dessus. Et donc, à mon avis, si vous avancez sur les ondes de vibration, on aura quand même gagné un peu de temps. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas faire l'enregistrement avant une semaine. Les rendez-vous sont très serrés et j'ai 2 cours à faire en même temps, sinon 3 cours à faire en même temps. Et donc, vous aurez un rendez-vous sur, je ne sais pas, sur 3 semaines, 4 semaines pour avoir le rendez-vous. Bien. Alors, aujourd'hui, je vais commencer le cours de mécanique analytique. Et donc ce cours, si vous voulez, d'abord l'objectif du cours, c'est l'établissement des équations de Lagrange. Alors ces équations, on peut les établir, si vous voulez, par 2 moyens. De toute façon, on va essayer d'établir ces équations pour les utiliser dans le demi-module de vibration et ondes de vibration. On va les établir d'une manière simple, mais pour la mécanique analytique, pour le cours de mécanique analytique, on va les établir à partir du principe des puissances virtuelles, ou bien à partir du principe des travaux virtuels. Il y a aussi une autre méthode pour établir ces équations, c'est à partir du principe de Mondragon. Alors, je vais donc, après ce cours de mécanique analytique, dont je vais donc commencer la partie introduction, il va être séparé en 3 chapitres. Alors, un chapitre introduction, un chapitre sur le principe des puissances virtuelles ou bien des travaux virtuels, et le 3e chapitre, ce sont les équations de Lagrange. Alors, donc, les équations de Lagrange, donc, si on arrive à établir les équations de Lagrange, on peut donc écrire les équations de tout système mécanique pour donc, extraire les équations de mouvement, etc. Alors, je vais commencer donc par la partie du chapitre 1, c'est l'introduction. Alors, ce chapitre 1, dans ce chapitre, si vous voulez, j'ai rassemblé tout ce que vous aurez besoin. Pourquoi? Parce que, alors, une fois que vous aurez vu ce chapitre, il ne faut pas attendre que je fasse le chapitre 2, parce que vous pouvez déjà commencer par le chapitre 2, le chapitre 3, etc. Et c'est plus simple, et c'est très simple. Vous aurez besoin de toutes les définitions que j'ai ramassées dans ce chapitre 1, que j'ai appelé introduction. Alors, chapitre 1, c'est le chapitre introduction que je vais commencer. Le chapitre 1, c'est le chapitre introduction. Dans ce chapitre, je vais parler de la chose la plus importante. Il ne faut pas laisser cette chose sans l'assimiler avec certitude, parce que si vous ne connaissez pas les contraintes, vous ne pouvez pas travailler un problème en mécanique. Il faut d'abord commencer par définir ce qu'on appelle les contraintes. Donc, les contraintes. Et par la suite, je vais définir ce qu'on appelle le degré de liberté. Le degré de liberté. Et coordonnées. Coordonnées. Je m'excuse pour l'écrire les coordonnées généralisées. Généralisées. Les coordonnées généralisées. Troisièmement, je vais définir, si vous voulez, donc 1, 2, 1,
je ne vais pas renoter les parties que j'ai ici. Je vais juste écrire contraintes pour traiter les contraintes, degré de liberté généralisé pour traiter ça, etc. Ici, je vais parler des liaisons. Les liaisons holonome, holonome et non holonome, qui sont très importantes. Et les non holonomes, on ne peut pas, les liaisons holonomes et non holonomes, on ne peut faire un problème en mécanique analytique sans parler de contraintes, de prix de liberté, comme on est généralisé, liaison holonome, donc tout ça, donc il faut bien tout ça. Quatrièmement, alors différentiel, si vous voulez la différentiel, dérivé, si vous voulez, virtuel, et dérivat. Différentiel et dérivé virtuel. Qu'est-ce qu'une dérivée virtuelle, qu'est-ce qu'une différentielle virtuelle, etc. Cinquièmement, ça c'est une partie mathématique. Les déplacements, on va définir ce qu'est un déplacement. Un déplacement, vitesse, virtuelle aussi. Virtuel, champ des vitesses. Champ des vitesses et champ des déplacements, si vous voulez, des déplacements. Des déplacements, bien sûr, virtuels. Cette notion de virtuel, on va la préciser par la suite. Et donc, chaque partie, je vais donner des exemples pour que le problème soit bien compris. Alors, je vais commencer donc les contraintes. Alors, vous allez faire attention pour les contraintes. Une fois que vous connaissez, ou bien une fois qu'on sait comment extraire les contraintes dans un problème, le problème sera totalement réglé. Alors, je vais commencer par les contraintes. Les mouvements, les contraintes, les contraintes. Alors, je vais définir qu'est-ce qu'une contrainte, sinon je vais passer directement au mouvement libre. Avant de parler de contrainte, je vais passer au mouvement libre. Mouvement libre. Je vais considérer en premier lieu le solide. D'un solide à 3D. 3D, c'est-à-dire R3. Je vais donc voir qu'est-ce qu'on appelle le mouvement libre. Le mouvement libre. Ce qui est très important aussi, c'est le mouvement libre d'un solide à 3D. Alors, dans le cas général, pour un solide, et ça on le fait déjà, pour un solide parfait, S en mouvement par rapport à un repère de référence. Je ne vais pas répéter ces choses-là à chaque fois, mais de toute façon, c'est toujours la même chose. Un solide en mouvement par rapport à un repère de référence 0, et vous avez votre solide et votre repère. Voilà mon repère 0, au 0, toujours il faut en mécanique, on a toujours besoin d'un repère de référence, on ne peut pas faire autrement. Et vous avez votre solide. Alors là, vous avez S, et donc par rapport à S, je sais très bien que le tenseur de vitesse de S par rapport à 0, le tenseur cinématique de S par rapport à 0, vous avez ici le vecteur de vitesse de rotation de S par rapport à 0, et ici vous avez la vitesse d'un point quelconque qui appartient à un solide. Vous prenez n'importe quel point qui appartient à un solide, par exemple, je vais l'appeler un point A, juste pour ne pas. Bon, je prends un point A pour ne pas dire au ASC, etc. Je prendrai un point A qui appartient au solide. Donc, je prends un point A qui appartient au solide. Faites attention, le tenseur de vitesse n'est pas défini si le point A n'appartient pas au solide. Et ici, vous avez la vitesse du point A par rapport à S. Alors, le tenseur de vitesse, qu'est-ce qu'il nous dit? Cela dit, si vous avez le tenseur de vitesse, pour avoir le tenseur de vitesse, il vous faut, cela dit, la position, ce qui est très important, la position du solide dans l'espace est complètement déterminée
déterminé par la donnée. Je l'écris, mais quand même, on peut le dire directement, mais il vaut mieux l'écrire par la donnée de 6 paramètres. De 6 paramètres de position. Le torseur des vitesses, pour avoir le torseur des vitesses, il faut avoir le vecteur vitesse de rotation, il faut avoir la vitesse d'un point qui appartient à un solide. Pour avoir le vecteur vitesse de rotation d'un solide dans l'espace, il vous faut 3 ans. 3 ans. Et pour avoir la vitesse d'un point qui appartient à un solide, il faut les coordonnées du point A. Donc vous aurez les coordonnées du point A dans l'espace, il vous faut 3 coordonnées. Et pour le vecteur vitesse de rotation du solide par rapport à R0, il vous faut 3 ans. 3 ans, c'est-à-dire par exemple les angles de l'air, delta, psi et phi. Et donc vous voyez très bien que la position du solide dans l'espace est complètement déterminée par 6 paramètres. Moi je les appelle les paramètres de position. Il y en a 3 paramètres. 3 de rotation. Et 3 de position. D'un point quelconque qui appartient au solide. Ici 3, je peux avoir les ondes de l'air, θ, ici et phi. Et ici, les trois paramètres de position, je peux dire point A par exemple, je vais appeler le point A à S. Donc je vais avoir, il me faut le X de A, le Y de A et le Z de A. Vous voyez très bien que dans le cas général, on a un solide libre. Libre, c'est-à-dire qu'il n'y a rien qui contraint le mouvement du solide. Donc vous avez un solide qui se déplace dans l'espace sans contrainte. Alors, dans le cas particulier, si vous prenez le cas particulier d'un mouvement solide, mais à 2D, si vous prenez le solide, mouvement libre, le mouvement libre du solide à 2D, à 2 dimensions, vous aurez donc un solide en mouvement à 2D, vous avez ça, vous avez ceci, vous avez le O0 par exemple, je vais supposer que j'ai un mouvement dont le plan qui est Y0, donc là vous avez l'axe Z0. J'ai un mouvement d'un solide qui est blanc, un solide blanc, c'est une plaque par exemple. Voilà, c'est une plaque. C'est une plaque qui est située dans le plan qui est Y0. Et donc vous voyez très bien que ici, le torseur des vitesses, mon torseur des vitesses, je laisse par rapport à ce, je reviens toujours au torseur des vitesses parce que c'est lui qui détermine le nombre de paramètres dont j'aurai besoin pour déterminer la position du solide. Ici, je vais avoir toujours le vecteur rotation par rapport à 0. Ici, je prendrai un point S qui appartient à S. Ici, vous aurez la pièce de A par rapport. Le point A, c'est un point au choix. On est n'importe quel point que vous. Alors, je prends par exemple un point A. Ici, voilà mon point A. J'aurai besoin de 2 coordonnées, XA, YA du point A, pour avoir la coordonnée du point A. Et j'aurai besoin, si vous voulez, je vais laisser le point A ici. Je vais prendre un repère lié à S. Voilà mon repère lié à S. Un repère lié à S, YS, qui se déplace avec le solide, bien sûr. Le repère RS, et ici, j'aurai le vecteur de rotation du repère XS, YS, ZS par rapport au repère X0, Y0. Ici, ceci, je n'en ai pas de et c'est comme là. Vous voyez très bien que dans le cas de D, pour un solide en A2D, vous aurez besoin on aura besoin de 3 paramètres seulement. 3 paramètres de position. Je dirais ce sont des paramètres de position pour déterminer à chaque instant. La position du solide dans l'espace. C'est-à-dire que si à chaque instant je prends les X de T, Y de T, et je connais la T à de T, je vais quand même connaître la position du solide d'abord, parce que je connais. Si j'ai X1, je vais avoir la position du point A, mais je n'ai pas Y. Si j'ai Y, je vais donc positionner le point A à chaque moment. Et par la suite, par la relation, je vais connaître la position de mon solide dans le plan. C'est exactement pareil ici.
lorsque vous êtes dans l'espace, vous aurez fait un repère XS, YS, ZS, XS, YS, ZS, qui est lié à un solide. RS, c'est la même chose que S, c'est un repère du nombre solide et c'est le repère RS par rapport à l'origine du point A, et là-bas, c'est XS, YS, ZS. Alors ici, j'aurais besoin de trois paramètres. Les trois paramètres, c'est ou bien un paramètre, pour la rotation. Je ne peux pas avoir. Vous voyez très bien, pour lever une rotation égale de S par rapport à S, je ne peux pas avoir de rotation que sur l'axe Z0. Je ne peux pas avoir une rotation autour de X0, ni une rotation de Y0 par exemple, parce que sinon je vais sortir du plan. Et donc j'aurai seulement une rotation autour de l'axe Z0. Donc un paramètre pour la rotation par exemple sur l'angle θ, ici dans notre problème, on a notre θ, et j'aurai besoin de deux paramètres. Pour la translation. Normalement, c'est pour la translation. Je ne sais pas si je vous l'ai écrit ici. 3 points de position ici, c'est la rotation. Ici, c'est la rotation. Et là, ce sont les positions de la translation. 3 paramètres de rotation et 3 paramètres de translation. 3 paramètres de translation. Vous aurez donc besoin de 3 paramètres de rotation et 3 paramètres de translation. Alors ici, les paramètres de translation, je n'aurai besoin de 2, à condition de prendre un point qui appartient au solide, par exemple le point A, et j'aurai besoin de XA et Y. Au total, j'aurai besoin de 1, 2, 3. Et non pas de 6, donc j'aurai besoin de 3 dans le plan. Alors, si je suis un plan matériel, vous allez voir que pour un plan matériel dans l'espace, vous aurez besoin de 3 paramètres de position. Si vous ne pouvez pas connaître la position exacte du plan matériel dans l'espace, voilà, donc je prends un point matériel dans l'espace. Si vous avez un point matériel dans l'espace, point matériel, mouvement d'un point matériel, mouvement toujours libre. Je parle du mouvement libre d'un point matériel, M. Alors, si vous êtes dans l'espace, voilà, si je suis dans l'espace, voilà mon point matériel M. J'ai ici par exemple 0, O0, Y0 et Z0. Alors, si je suis dans l'espace, j'aurai besoin de 3 paramètres de position parce que j'ai un point, je n'ai pas de rotation. Pour un point matériel, il n'y a pas de rotation. Donc, vous aurez besoin de X, Y et Z. Vous aurez ici le Z, Z1. Ici, vous aurez donc le X1. Et là, vous aurez ceci. Là, c'est le Y. De là jusqu'à là, ou bien de là jusqu'à là, c'est le Y. Donc, la position du point M, pour avoir la position du point M, il vous faut 3 paramètres. 3 paramètres qui sont la position bien de. Donc, pour avoir la position du point M, il faut 3 paramètres. Il faut 3 paramètres. Ici, que la translation est pas rotation, 3 paramètres, c'est XM, YM, ZM. Si vous prenez ces XM, YM, ZM, à chaque instant, vous allez donc avoir la position du point M. Donc, dans l'espace à 3D, vous aurez besoin de 3 paramètres. Si vous êtes dans le plan, si je suis dans le plan, j'en aurai besoin que de 2 paramètres. Ici, c'est à 3D. Ici, je suis à 2D. À 2D. Vous voyez très bien que j'ai un plan matériel M, j'aurai besoin de 2 paramètres, XM, YM, pour déterminer à chaque instant la position du point M. Et bien sûr, lorsqu'on parle de 2 paramètres, ça ne veut pas dire seulement les coordonnées cartésiennes. Ça peut, vous pouvez avoir soit les coordonnées cartésiennes ici, soit les coordonnées polaires. Vous pouvez avoir les coordonnées polaires. Je vais prendre un trait un peu rouge, je m'excuse. Pardon, c'est bleu. Voilà. Vous aurez ici L. Et de toute façon, 2 paramètres. Ici, vous pouvez avoir soit les coordonnées cartésiennes, soit les coordonnées cylindriques, soit les coordonnées sphériques. Donc, de toute façon, toujours 3 paramètres. Donc, dans l'espace, pour un point matériel, il nous faut 3 paramètres, tandis qu'ici, j'aurais besoin uniquement de 2 paramètres. 2 paramètres de position.
Ces deux paramètres, ce sont les x1, je dirais x1, y1, ou bien r θ phi. Vous pouvez avoir ici r θ phi, vous pouvez avoir aussi rho θ et z, pour les coordonnées cylindriques, pour les coordonnées cylindriques. Ici, deux paramètres, les deux paramètres s'appellent xn plus yn, ou bien r θ, vous pouvez avoir, choisissez entre les coordonnées polaires ou bien les coordonnées cartésiennes. Alors, pour un point à une dimension, à 1D, là c'est très simple, vous avez un point matériel qui se déplace sur un axe, et bien sûr vous avez une origine sur cet axe, une direction de l'axe, et vous aurez la position est déterminée par un seul paramètre. Par exemple, ici c'est le x de t. Bien, alors si j'ai un système, si on a un système pour le mouvement, toujours je parle de mouvement libre, alors ce mouvement libre c'est très important parce qu'on ne peut pas définir le degré d'intégralité d'un système sans définir le mouvement libre. D'abord on commence par le mouvement libre, je suis libre de partir où je veux, mais lorsqu'on va définir le degré d'intégrité d'un système, il faut définir les contraintes. Alors les contraintes, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont dire que là, le problème, là, le point ne veut pas se déplacer, ou bien le solide ne peut pas se déplacer dans cette sorte de ce côté-là, ou bien va se déplacer sous des conditions, etc. Et là, donc, on va introduire ce qu'on appelle les contraintes. Alors, avant d'introduire les contraintes, on va continuer dans le mouvement libre. Je suis totalement libre d'être là où je veux. Alors, pour un système matériel, ce mouvement libre, le mouvement libre d'un système matériel, que je note toujours sigma. Le système matériel, je note toujours sigma. J'ai un système matériel qui se déplace par rapport à un repère R0. Faites attention, ici, on va considérer les systèmes matériels, ce qu'on appelle les systèmes matériels discrets. Discrets, ça veut dire qu'ils vont être déterminés, dans la position sera déterminée par un nombre fini de paramètres, et non pas par un nombre infini de paramètres comme le système continu. Les systèmes continus comme les corps, etc. On ne va pas parler de ça, on va parler uniquement des systèmes qui sont dits systèmes discrets, dont la position est déterminée par un nombre fini de paramètres. Bien, alors pour un système sigma, je peux supposer que mon système sigma est l'union de celui SI, I égale à N, et des points matériels NI. Et des points matériels NI. Les points matériels NI, c'est l'union de. Et l'union I est égale J, je vais J est égal à 1 jusqu'à les solides jusqu'à P, les points jusqu'à P. J'ai donc un système matériel composé de P solides et de Q points matériels. Alors la position pour le mouvement libre du système, pour le mouvement libre du système, j'aurai besoin pour chaque solide à 3D, je suis à 3D, pour chaque solide, j'aurai besoin de 6 paramètres de position lorsqu'il est libre, le solide est libre. Je suppose que mon système sigma, pour l'instant, je ne vais pas voir les solides, comment ils sont en contact, ni rien. Je suis en train de voir le mouvement libre de plusieurs solides. Pour l'instant, je ne regarde pas les contraintes. Je ne regarde ni les contraintes, ni les divisions, je regarde seulement les mouvements libres. Alors, pour un mouvement libre, j'aurais besoin de 6 paramètres dans l'espace, qu'on avait fait au premier. Là, voilà, donc j'aurais besoin de 6. Alors, si j'en ai P solide, je vais avoir P fois 6, il y a 6P. Je vais avoir 6P, là, je vais laisser comme ceci, 6P paramètres de position pour les solides, plus, bien, il faut positionner aussi les points matériels. Pour les points matériels, pour chaque point matériel, j'aurai besoin de 3 paramètres dans l'espace, et donc 3 fois Q, donc je vais avoir Q fois 3. Et ce nombre N, c'est le nombre de paramètres qu'on va peut-être appeler paramètres primitifs. Mais bien sûr, je n'aime pas trop cette appellation parce qu'on ne sait pas, parfois on ne sait pas qu'est-ce qu'on veut dire par primitif. Moi, je parle de mouvement libre. Vous pouvez les appeler, ce sont des paramètres primitifs, mais c'est pour le mouvement libre du système. Pour le mouvement libre du système, j'aurai donc besoin de ce N qui est égal à 6P paramètres de position plus 3Q paramètres de position. Ça nous fait donc ce nombre N qu'on appelle nombre, si vous voulez, nombre de paramètres.
mettre des paramètres primitifs. Primitifs. Des paramètres primitifs. Ça, c'est à 3D. Mais si je suis à 2D, j'ai un solide. Pour un solide, à 2D, je n'aurai pas besoin de 6 paramètres, j'aurai besoin que de 3. J'aurai 3, et puisque j'ai P, donc je vais avoir P, plus pour le point matériel, dans le plan, j'aurai besoin de 2, et vous voyez très bien, vous aurez besoin de 6P plus 3Q paramètres en espace, et 3P plus 2Q paramètres lorsque vous êtes dans le plan. D'accord? Lorsque vous êtes dans le plan, bien sûr, pour un système matériel, on ne peut pas l'étudier sur un système matériel. Si vous l'étudiez sur un graphe, ça veut dire que vous avez un système de points matériels. Par exemple, des ressorts, vous avez ce système-là, que des points matériels. Si vous n'avez pas de solide dans votre système, voilà un exemple de système où vous n'avez pas de solide. Vous n'avez que des points matériels. Voilà un exemple, je vais vous donner par exemple un exemple. Voilà un exemple de système matériel X0. Et j'ai ici par exemple un ressort, et j'ai un point N1. Vous voyez très bien que mon point N1, je pourrais rajouter encore un ressort K1 L1, je rajoute un deuxième ressort qui est un point N2, ici règle K2, longueur N2, et je peux rajouter un troisième, etc. M3, K3, pardon, c'est K3, L3, et je peux ainsi de suite. Le système sigma, 6 millions, et moi, I égale à 1 jusqu'à Q. Alors, je suis à une dimension, à une D, N, égale le nombre de points, c'est-à-dire Q fois 1, Q fois 1, c'est égal à Q. Donc, vous aurez besoin de Q paramètres de position. D'accord? Ça, c'est votre N, primitif. Maintenant, on va laisser cette chose-là qui ne parle de position primitive. On va parler des contraintes. Alors, les contraintes, je vais donc définir qu'est-ce qu'un mouvement contraint. On va donc définir, voilà, donc pour parler de mouvement libre, on va parler de mouvement contraint. Alors, mouvement, vous voyez très bien que je ne prends 1, 2, 3, 4, 5, 6, etc. parce que je ne vais pas m'en sortir par la suite. Chaque fois, il faut donner des remarques, des exemples, etc. Je ne vais pas m'en sortir avec les notations, etc. Donc, je vais définir un mouvement, les mouvements contrôlés, le mouvement contraint. Contraint, c'est-à-dire qu'il y a une contrainte. Alors, qu'est-ce que ça veut dire le mouvement contraint? Ce n'est pas un mouvement libre. Un mouvement qui contraint n'est pas la même chose qu'un mouvement libre. Un mouvement libre, c'est un mouvement où, par exemple, le point matériel peut se déplacer pour n'importe quel point de l'espace. Tandis qu'ici, il y a des contraintes. Alors, qu'est-ce qu'une contrainte? Alors, je vais donner une petite définition. Alors, une contrainte est tout simplement une entrave. Entrave, c'est quelque chose qui ne laisse pas le solide ou bien le matériel aller ou faire quelque chose. Entrave au mouvement libre, au mouvement libre du système, ou bien du système, aussi vous les solides, en matériel, etc. Voilà, c'est une trace au mouvement libre. Alors, limitant sans mouvement. C'est-à-dire que je n'ai plus de mouvement libre. Mais très bien que les contraintes sont très importantes. De toute façon, il n'y a pas de problème en mécanique sans contraintes. C'est impossible. Il y a toujours des contraintes. Sinon, on ne peut pas résoudre les problèmes. Vous avez toujours des contraintes. Un exemple simple, mais de toute façon, il y aura d'autres exemples, vous allez comprendre que c'est une contrainte. Alors, le premier exemple, c'est l'exemple d'un disque qui roule, vous direz qui roule. Je ne vais pas préciser comment il roule, mais de toute façon, qu'il reste. Exemple de contrainte, d'établir de contrainte, je vais considérer un disque, je vais prendre la même notation que j'ai écrit dans mon polygone, le directeur est sur le 0, et j'ai donc le pôle 0,
et le Z0 c'est verrou, et j'ai mon switch S, et pour être, ça c'est le centre de masse, ça le point, donc je vais considérer un disque qui roule sur le plan. L'axe O0, X0 est un axe matériel sur lequel déroule ce disque. Et je vais donc introduire le repère lié au switch S, YS. Je vais noter donc ceci c'est mon θ, ceci c'est mon θ. Et cette distance-là, je vais la noter ici. Alors, la seule condition pour mon problème que j'ai ici, c'est que le solide, le disque reste en contact permanent sur l'axe matériel au zéro ici. C'est ça ma condition. Je ne veux pas que le disque quitte l'axe sur lequel il se déplace. Je voudrais faire un problème où mon disque, il roule, bien sûr, il n'est pas en mouvement libre dans l'espace, mais c'est un autre problème, c'est un problème avec un disque, vous voyez très bien que ce disque, il va rouler, mais toujours en restant sur l'axe, en restant en contact de l'axe matériel au niveau du corps. Je vais m'arrêter ici, je vais reprendre par la suite.